Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Gérard, bonjour. Bonjour à toi. Nous t'accueillons dans le cadre de la récente publication chez l'Harmattan de ton dernier essai qui s'intitule donc Récit d'un homme de gauche, créer un nouvel espoir, qui a été édité en fin 2021, à l'automne, je crois. Nous allons procéder de la suite. Je te laisse présenter l'ouvrage et à la fin de ta présentation, je rebondirai sur tel ou tel sujet. Enfin, on fera un peu un question-réponse sur ce que j'aurais moi retenu de ma lecture de ce que tu auras dit. Je vais essayer de pas être trop long alors. Bon, en fait, le livre il est sorti de façon, en termes de disponibilité, à partir du début de l'année, et je dois dire que j'ai rencontré une difficulté que je n'ai pas d'habitude. C'est mon 6e livre, mais cette fois-ci, je me suis trouvé très vite dans une situation qui était gérée d'un côté par la pré-campagne des présidentielles, et plus encore ensuite par ce qui se passait dans le centre de l'Europe. Une guerre imprévue, comme personne n'imaginait que ça pouvait arriver chez nous, ou chez nos voisins. Donc, bon, j'ai eu quelques réactions parfois. Écoute, oui, bien sûr, on va faire quelque chose, mais pour l'instant, on fait un numéro spécial sur la situation de l'Ukraine. Et bon, et d'une certaine manière, j'ai eu peut-être une bonne intuition. Le titre, comme tu l'as rappelé, c'est Récit d'un homme de gauche. Et au moment où on se parle, il se passe quand même un événement qui n'arrive guère que tous les 20 ans en termes historiques, c'est-à-dire la mise en place d'une union de la gauche dans toutes ses composantes, malgré leurs différences, malgré leurs combats entre eux parfaits. Et moi, je suis donc content, et je dirais même heureux, parce que tous les grands progrès sociaux et de lutte contre les inégalités de l'histoire de France depuis que la République existe, ça s'est passé grâce justement à une union de la gauche, que ce soit les congés payés, les anciens se rappellent, patronat qui disait on va quand même payer des salariés à ne rien faire. Bon, toutes les avancées de l'après-deuxième guerre mondiale, entre le droit de vote des femmes, on n'était pas dans les premiers pays, pour un pays républicain c'était pas magnifique, ou que ce soit aussi tout le côté gratuité des soins, des structures médicales, etc., etc. Ça a été les 35 heures. Bon, je vais pas refaire l'histoire, mais donc finalement, je me dis que le titre n'était pas mauvais, qu'il était adapté, et il ne me reste plus qu'à le prouver. Donc en gros, le livre se partage lui-même en 3 morceaux. Le premier, je l'ai appelé Permanence d'élus. Je détaillerai ensuite. Le second, c'est des missions à l'étranger. Et pour moi, l'étranger, il n'y a pas aujourd'hui d'étranger. Il y a une terre unique avec des produits, avec des situations qui sont partagées par tous. Et on ne peut pas s'imaginer qu'on créera un jour une France magnifique dans un monde qui, lui, ne changerait pas. Et puis, à la fin, j'ai quelques propositions. J'en développerai, je n'en mentionnerai que 2 tout à l'heure pour ne pas être trop long et qui me paraissent être d'actualité. Alors, bon, pour moi, je pense que pour un élu ou pour toute personne qui s'intéresse à la politique, tenir une permanence quand on est élu ou rencontrer un maximum d'associations de gens, c'est la base de quelqu'un qui fait de la politique et se dit de gauche. Alors, très rapidement, quelques souvenirs. L'un où j'ai été nul, ça peut arriver. Je recevais un beau noir dont je ne sais pas s'il venait d'Afrique ou de certains coins d'Amérique, et qui venait m'engueuler carrément parce qu'il lui avait été refusé que sa 2e épouse ait un droit de le rejoindre en France. Puis il était bavard, je lui ai coupé la parole, je lui ai dit écoutez, on est effectivement en France, comme vous le rappelez. En France, à tort ou à raison, le mariage, il n'y a qu'une épouse. Et par conséquent, bon, et moi-même, je commençais à m'allonger un peu dans mon commentaire. Et puis il m'a interrompu, il m'a dit monsieur le député, j'ai une 2e épouse parce que la première, elle est morte. Et je me suis senti con, comme je me suis rarement senti con dans la vie. Bon, ça s'est bien terminé. Je lui ai dit écoute,
vous me donnez une semaine, je connais le préfet, il me dira où il faut reprendre votre demande. Bon, ça s'est bien passé, il a l'élégance de mettre un petit mot 15 jours plus tard. Bon, d'autres histoires, moi j'en ai beaucoup. J'ai l'histoire qui est à la fois dans le passé et dans l'actualité. Un jour, en allant à mon bureau de très bonne heure, j'ai traversé un chef-lieu de canton, il y avait un amalgame de voitures, et il y avait des autocars. Je me suis arrêté en me disant qu'est-ce que c'est que ce micmac dans ce coin paumé. Et puis on m'a expliqué, c'était des ramassages pour une grande entreprise électrique située à une trentaine de kilomètres, de gens qui vivaient dans une bulle encore plus large. Bon, je passe un coup de fil à quelques copains que je connaissais, syndicaux dans la boîte, ils me confirment, ils me disent oui, on a une grande organisation, il y a 5 points de ramassage, etc. Et ça permet aux salariés d'avoir moins à payer en termes de carburant. Bon, j'enregistre, le temps passe, et je me retrouve dans l'histoire des Gilets jaunes. Et alors là, j'entends notre premier de cordée qui lance un jour à la télé, je ne l'ai pas oublié, cette phrase magnifique, mais je m'adresse à tous ceux qui manifestent en ce moment, ils devraient d'abord se réunir et prendre une seule voiture pour aller à leur travail. Bon, sur le moment, ça m'a fait sourire, et puis ensuite, ça m'a quand même agacé, parce que, un président de la République, qui a en principe les meilleures têtes autour de lui, qui fait une réforme justifiée concernant tout ce qui concerne l'environnement et la réduction de l'usage des carburants, et qui n'a pas, d'abord qui ne sait pas que ça existe déjà, le regroupement, et d'autre part qui fait des propositions en prenant les gens pour des imbéciles. Et je me dis que, je comprends pourquoi il y a des débats un peu difficiles, pourquoi il y a cette manifestation. J'étais allé à l'une des premières manifs. Il y avait aussi quelques casseurs dedans, faut être honnête. Et j'avais un peu attendu pour y retourner. Lorsque j'ai vu que la police tirait avec des armes presque de guerre sur des manifestants, j'y suis retourné. Ça fait partie de mes souvenirs d'élus ou de plus élus, mais en tant que socialiste, je me donnais quelques engagements. Puis le troisième exemple, j'en raccourcis d'autres. Un jour, je suis appelé par une jeune femme complètement éperdue qui me dit qu'elle vient de recevoir un avis à payer de 600 €. Elle travaillait au SMIC dans une autre boîte importante. Et son gamin avait été pris dans un périmètre des chemins de fer qui était en principe encadré de grillage et où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. Je lui dis écoutez, je vais regarder ce que je peux faire. J'ai bien conscience de votre situation et de sa difficulté. Maintenant, si effectivement il se baladait ou c'était pas autorisé, je me renseigne. J'ai la chance de connaître le responsable des trains dans le département. Je lui passe un coup de fil, je lui raconte l'histoire. Il me dit écoutez, je vais vérifier. Dans le même temps, j'avais demandé au proviseur du gamin, que je connais bien, qui était un socialiste aussi, je lui ai dit écoute, voilà, je suis dans la merde, voilà le problème, est-ce que tu accepterais d'aller avec le gamin qui te montre, puisque lui me dit qu'il est passé à travers un trou du grillage, où est le trou du grillage? Bonne poire, mon camarade, il emmène le gamin, il y a un trou dans le grillage, il me rappelle immédiatement, et je rappelle le responsable de tous les trains du département. Je lui dis écoutez, on me dit, mais je ne suis pas allé vérifier, je laisse une porte ouverte, on me dit que le gamin s'est faufilé avec 2 autres copains à travers une ouverture du grillage. Alors j'admets tout à fait, la mère ne récuse pas que il était dans une situation interdite. Enfin, c'est plus compliqué que ce que vous m'avez raconté. Il dit je vous rappelle dès que je peux. 48 heures après, il me rappelle, il me dit, il ne parle pas du grillage. Je me dis, tiens, il me dit, mais ils étaient 3,
j'ai réfléchi, je trouverais très injuste que seule une des familles se voit contrainte à payer une amende dont je vous reconnais en plus qu'elle est très 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 forte, surtout pour des gens à faible revenu. Donc j'ai décidé d'annuler la totalité du truc. Alors on s'est rencontrés un peu plus tard. J'ai dit, écoutez, vous avez un sens de la justice que j'admire et je n'envisage pas d'autres hypothèses dans votre changement de situation. Il m'a dit, écoutez, si vous avez d'autres problèmes, j'aurai plaisir à vous satisfaire de nouveau. Et on en est resté là. Et mon troisième exemple, qui a été compliqué en fait, parce que bon, le temps est peut-être un peu long. Non, vas-y. Je regarde, je sélectionne un peu au-delà du directeur de la SNCF. Bon, écoute, j'aimerais autant continuer sur autre chose. Donc, Mission hors de France. Bon, Mission hors de France, c'est dû à une série d'imprévus au départ. C'est-à-dire, je me suis retrouvé en 61 au cabinet du ministre. En 81. En 81, oui, au cabinet du ministre Jean-Pierre Cotte, qui avait en charge la coopération, qui était un sujet qui m'intéressait depuis toujours. Et il avait fait ajouter à son titre coopération et développement. Je sais pas qui sourit parce qu'on en a parlé dans la maison il n'y a pas longtemps. Donc, coopération et développement. Bon, j'ai été secrétaire international du PS à une époque. J'ai beaucoup visité de pays. Et bon, je voulais en parler parce que quand j'ai fini d'écrire mon bouquin, je me suis aperçu que pratiquement tous les pays que je mentionnais, je les avais rencontrés en situation de guerre. Et je vais prendre deux exemples parmi les 16 que je cite. Le premier, ça s'est passé en Yougoslavie. Bon, pour les tout jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour les gens qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Bon, il y a une espèce d'effondrement du pays qui a éclaté entre... Si ça s'était passé en Afrique, j'aurais dit des ethnies. Mais là, bon, il y avait des Serbes, il y avait des Croates, il y avait 4 ou 5 groupes qui avaient été mis ensemble après la Première Guerre mondiale, qui vivaient ensemble depuis, et puis qui s'étaient déchirés au moment de l'invasion nazie, certains se mettant de ce côté-là, l'autre de l'autre. Bon, je connaissais bien à une certaine époque le ministre de la Défense et je lui ai proposé d'aller faire un tour là-bas parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur à quoi on servait. Donc il m'a donné l'autorisation, j'y suis allé, j'ai été accueilli par un colonel de para qui était avec un casque bleu sur la tête, ce qui voulait dire que justement il était supposé représenter une position neutre et non intervenante. Et il était convenu que j'allais être conduit sur ce qu'on appelait la ligne de front. Ça me paraissait des grands mots pour ce qui pour moi était encore une petite chose. Donc on part en voiture avec un capitaine casque bleu. On passe une frontière serbe avec une barre et on arrive à ce qui ressemble à une tranchée. Il y a un point d'appui, il y a un canon et il y a des tranchées qui partent de tous les côtés. Et bon, je suis un peu surpris. Je m'adresse à notre guide serbe qui était monté avec nous au passage à niveau. Et je lui dis, mais c'est incroyable ce que je vois. Et il me dit, mais regardez plus loin. Et je vois à 500 mètres ou 1 kilomètre exactement la même chose. Et il me dit, chez nous, chez les Serbes, est-ce que vous voyez, c'est les Croates. Je lui dis, mais c'est tout à fait étonnant. Et puis il parlait très bien le français. Je lui dis, mais où est-ce que vous avez appris le français? Il me dit, mais vous savez, normalement, je suis prof de français dans la capitale du pays. Et puis je pousse un cran plus loin, je lui ai dit, mais vous pouvez me dire comment un enseignant se retrouve dans la situation où vous êtes? Il me dit, regardez l'autre ligne, vous voyez là-bas une église, à côté de l'église, vous ne voyez peut-être pas, mais croyez-moi, il y a un cimetière. Et je vais vous dire pourquoi je suis là en train de faire la guerre du côté croate. C'est que toute la moitié de ma famille a été liquidée en 1945 quand c'était les Croates, au moins une partie des Croates
avait accepté l'arrivée des nazis. Les Serbes, eux, s'étaient au contraire battus jusqu'au fond. Et les Oustachis, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, et avant de partir, ils ont liquidé un maximum de Serbes, et avec des Croates qui les regardaient faire. Voilà pourquoi je suis là. Bon, je me suis dit, c'est encore plus compliqué que ce que j'avais en tête. Bon, je reviens, et quand je reviens, c'était un premier avertissement. Le colonel du régiment me dit, bon, vous avez vu la situation. Au passage, on s'est fait tirer par les Serbes, mais au-dessus. Puis notre voiture de protection avait tiré au-dessus aussi. Mais enfin bon, ça marquait que c'était chaud. Et je dis au colonel, écoutez, je vais revoir le ministre pour lui faire un petit rapport de ce que j'ai vu, parce que lui-même, ça le surprendra peut-être. Et est-ce que vous auriez quelque chose à lui dire, à lui demander, que vous souhaiteriez que je lui transmette? Alors, il y a un blanc, et puis il me dit, écoutez, vous voyez que j'ai un casque bleu sur la tête. Ce que vous ne savez pas, peut-être, et compte tenu de ce que vous avez vu, ça devrait vous frapper, c'est que, quoi qu'il arrive, sauf si vraiment on se fait tirer dessus personnellement, on n'a pas de droit de riposte. Bon, je rapporte mon message, et mon premier voyage s'arrête là. Le second, j'en ai mené 6 ou 7. Le second, il se fait dans des conditions assez différentes. Le nouveau Premier ministre de l'époque a envie d'aller voir dans ce qui est devenu l'endroit le plus dramatique du pays, c'est-à-dire cette fois-ci à Sarajevo, c'est le siège de Sarajevo, et Michel Rocard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prend un avion militaire, m'embarque avec un protecteur et le directeur d'un hebdomadaire bien connu de l'époque, et on va voir. Donc on va voir, d'abord on atterrit avec un petit avion qui zigzague, et on nous explique que il y a des tireurs d'élite, en principe, tout ce qui correspond à l'atterrissage des avions, ils n'ont pas le droit de tirer dessus, mais ils tirent à côté pour faire peur, et tout le monde pose son avion en zigzag. Bon, ça commençait bien. Le lendemain, on part visiter l'unique endroit où les Serbes acceptent, sous pression internationale, qu'il y ait un peu de rentrée, de quoi manger, de quoi boire pour tous les habitants de la ville. Entre parenthèses, je rappelle que la durée du siège de Sarajevo a été plus longue que la durée des pires situations de ce genre dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, donc on voit tout ça, on nous explique, on voit les canons serbes tirent sans arrêt. Et puis on rentre avec des souvenirs. Et puis de nouveau, la question du responsable casque bleu français là-bas. Est-ce que vous pourriez quand même dire autour de vous, Monsieur le Premier ministre, qu'on est dans une situation impossible, qu'on accepte à des horreurs, parce que ceux qui tirent, ils tirent sur n'importe quoi qui bouge, naturellement pas sur des Croates, mais naturellement pas, mais sur des Serbes, mais c'est sur tous les autres, et qu'un jour on sait que ça va mal tourner. Bon, on rentre et quelques mois après, vous connaissez certainement ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un massacre vraiment racial. Des Serbes ont tué 7 ou 8 millions de Croates et autres, devant des casques bleus qui n'ont pas réagi. On a eu de la chance, c'était pas des casques bleus français, peut-être qu'ils seraient plus remués que d'autres, mais enfin, je ne veux mettre personne en question. Et puis, du coup, les Américains ont dit que fin aux négociations, et puis les bombardiers américains et les bombardiers français ont mis fin au siège de Sarajevo, et sont allés bombarder la capitale serbe, et en 15 jours de bombardement, même pas, tout le monde capitulait, et c'était la fin de la guerre de Yougoslavie. Bon, donc ça fait partie
de souvenirs. Juste 2 mots d'un autre pays que j'aime beaucoup, et qui est aujourd'hui dans une situation tragique, qui est un pays cette fois-ci, qui est le Mali, en Afrique. Bon, pour les lecteurs de l'actualité, il y en a, j'imagine, parmi ceux qui m'écouteront. Bon, ils savent qu'au départ, il y a eu des extrémistes religieux venus au départ soit d'Algérie, soit de Libye, pour des raisons compliquées. Bon, ils étaient expulsés de là-bas et ils s'installaient dans le Nord Mali. Et comme les gens là-bas sont effectivement eux aussi musulmans, ils essayaient de les faire partie du statut de musulmans au statut d'extrémistes religieux. Donc la France a envoyé là-bas une armée. On a été complété par d'autres pays européens. On a évité certainement la prise de la capitale, et ça c'est un point positif. Et puis moi je connaissais le pays depuis très longtemps, j'ai connu 2 présidents de la République successifs et beaucoup de gens simples, des cultivateurs, des conducteurs de bateaux sur le fleuve, des gens vraiment vivant la situation. Et j'ai envoyé note sur note pendant des années avec un contenu. Bon, notre action militaire est nécessaire. Bon, finalement, elle a été interrompue il y a quelques mois. Mais surtout, l'action militaire en aucun cas ne peut régler le problème. Les problèmes, il y en a 3. Le premier, c'est qu'il y a une natalité exacerbée. Bon, traditionnellement, les couples faisaient 8 enfants, il en mourait 6, et bon, il y avait une situation à peu près stationnaire. Aujourd'hui, il en meurt encore 2, il en reste 6, et il y a une démographie galopante, et on voit des gamins de 13 ans qui, moyennant 10 € par mois, acceptent qu'on leur mette une mitraillette et aller rejoindre les révoltés venus d'Afrique du Nord. Bon, le deuxième problème que je mettais sans arrêt en cause était le réchauffement climatique. Là, on joint vraiment la politique la plus pure, l'action militaire et le choc climatique. Bon, le Mali, il y a des gens qui élèvent des animaux, il y a des cultivateurs, et puis il y a des religieux. Bon, ceux qui nourrissent des animaux, moins il pleut dans le nord et plus il descend vers le sud, plus il s'infiltre dans des régions qui normalement sont cultivées, y compris en termes de légumes verts qui vont dans la capitale. Il y a une tentation de conflit qui va en grandissant, et ça ne peut que mal se terminer. Et enfin, mon troisième avertissement, c'était que il y avait de plus en plus des influences étrangères, de plus en plus des critiques portées sur la France, et que il fallait considérer aussi l'organisation de problèmes de développement, et pas simplement de problèmes de transhumance ou de tradition. Bon, j'ai envoyé plein de notes là-dessus qui ont été lues pour certaines, je le sais, mais qui n'ont pas eu de conséquences pratiques. Et aujourd'hui, c'est les Russes qui arrivent au Mali. J'ai oublié un détail qu'on trouve malheureusement pour les pays concernés trop souvent fréquent, qu'il y a des mines d'or, et qu'aujourd'hui, c'est plus les Européens qui utilisent la mine d'or, ce sont les Russes. Et dans les circonstances actuelles de ce qui se passe en Europe centrale, comme guerre entre, j'allais dire Union soviétique, mais enfin russe resté soviétique, et un certain nombre de pays, il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont en train d'avoir une politique étrangère forte, et qui se manifeste y compris en Afrique. Donc, j'ai résumé à grands traits plein de choses, il y a beaucoup d'autres tragédies. J'ai fait aussi quelques propositions, j'en évoque juste 2.
on est en situation d'union de la gauche. Nous avons, je crois, une chance à conquérir maintenant. Bon, le président, il est ce qu'il est, mais on peut être le premier groupe politique grâce à cette alliance dans l'Assemblée nationale, donc jouer un rôle important. Et je crois qu'il faut mettre en route un certain nombre de réformes. Il y en a une qui me choque particulièrement, qui est la réforme envisagée par le président actuel et qu'il envisage de poursuivre apparemment, des retraites. Et je me bats depuis des années. On discute toujours d'âge des retraites et moi j'essaye de faire passer l'idée que ce qui est important, c'est le nombre de décennies au travail. Parce que ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études, ils commencent à travailler à 15 ou 17 ans. Ceux qui ont fait beaucoup d'études à 27 ou 28 ans, et dire qu'il faut garder l'idée d'une durée unique du travail, d'un âge unique de départ, plus exactement, c'est un élément d'inégalité inadmissible, et c'est quelque chose qui conduit à des situations, sans même parler de la pénibilité qui va en général vers ceux qui ont travaillé le plus durement et le plus longtemps. Et je crois qu'il faut renverser les éléments et raisonner en termes de pénibilité du travail pour fixer des normes d'années de départ. Bon, c'est un exemple, j'en ai tout un paquet. Celui-là, je pense qu'il va être d'actualité dans les élections à venir. Et bon, dans toute une série de plus de 10, je tenais à parler de celui-là en introduction. D'accord. Bon, voilà, à grands traits, comme vous voyez, c'est à la fois des souvenirs, mais j'ai toujours essayé de coupler mes souvenirs aux réalités. Malheureusement, ça marche toujours, ce qui veut dire qu'il reste dans notre pays des niveaux d'inégalité incroyables et injustifiables et surtout inacceptables. Voilà. Merci Gérard. Donc, de toute façon, je conseille aux gens de faire l'acquisition de ton livre et de le lire pour en connaître plus, ce que tu as présenté à grands traits. Avant peut-être 2-3 questions, mais en lisant, mais je le savais, mais tu en parles aussi dans le livre. Est-ce que la guerre d'Algérie à laquelle tu as participé comme militaire, est-ce que on peut pas le considérer comme un peu un élément clé dans ton parcours politique? En amont de ton parcours politique, est-ce que c'est pas... Oui, j'avoue qu'au départ de mes études, j'envisageais de faire de la recherche. J'étais un peu mégalo à l'époque, comme on peut l'être à 15-20 ans, 15 ans plus tôt d'ailleurs. Et puis j'avais envie de m'occuper du monde non seulement extraterrestre, mais extraplanétaire. Comment est-ce que le monde avait été créé, les 13 milliards et demi, qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'avais envisagé de me lancer dans la recherche là-dedans. Et puis, je me suis retrouvé comme 2 millions de Français. Moi, j'ai fait la fin de la guerre d'Algérie. Bon, d'un côté, je n'étais pas sans lire les journaux. D'un autre côté, beaucoup de journaux disaient mais c'est finalement la suite de la guerre d'Indochine, c'est les communistes soviétiques qui essayent, certes, ils se vantent de vouloir décoloniser, mais en fait ils veulent surtout faire reculer les pays européens, etc., etc. Bon, donc j'étais très naïf et très ignorant à l'époque. Bon, je ne vais pas commencer à raconter ce que j'ai vu. Bon, je crois que quand j'étais là-bas, c'était vraiment les derniers moments. Il y avait une volonté pour la première fois de construire des écoles, de construire des endroits d'accueil pour des situations de santé. Bon, sauf que depuis 130 ans, ça n'avait pas existé en dehors des villes et que pendant 130 ans, les Algériens n'avaient pas été traités comme des Français à part entière et que quelque part, ce qui se passait ne pouvait pas vraiment surprendre. Bon, ensuite, vous savez comment ça s'est terminé, très mal. Bon, j'ai une chance ou une malchance. J'ai été blessé juste avant la fin de la guerre et le pire de ce qui s'est passé à Alger ou ailleurs. Donc, j'ai pas vécu ça. Mais bon, du coup, je me suis intéressé à la politique et effectivement, tu as raison de dire que mes souvenirs de ce qui a été fait, mes souvenirs aussi de ce qui n'avait pas été fait m'ont amené à me poser des questions beaucoup moins lointaines que la création du monde. Mais par contre, j'ai gardé dans mes avertissements
investissement politique, toujours quelque chose qui pour moi reste central. On ne peut pas changer le monde en France seulement. Il faut le faire au niveau européen et dans beaucoup de domaines au niveau mondial. Quand on crée des chômages en France et qu'on remplace nos salariés par des gens qui sont payés le 10e et dans des conditions de travail qui sont celles du 18e siècle en France, mais c'est dans des pays du tiers-monde. Bon, il y a des gens certainement qui en France y gagnent, mais c'est pas quelque chose d'acceptable, c'est pas quelque chose de durable non plus. Et je crois qu'un socialiste aujourd'hui, il doit non seulement s'occuper des retraites, mais je dirais, c'est pas une blague, s'occuper aussi de ce qui se passe dans les autres pays, avoir une politique européenne, il y a une internationale socialiste que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fréquenté, avec lesquels j'ai fait des voyages, mais bon, dont les capacités d'action ne sont pas aussi importantes que nécessaires. J'aimerais d'ailleurs qu'il y ait une relation forte entre cette internationale socialiste, les organisations syndicales qui sont internationalisées, et toutes les associations qui connaissent bien le terrain, qui font parfois des actions magnifiques, mais qui, à eux tout seuls, sans changement politique, ne peuvent pas non plus réussir au-delà de succès très locaux. Donc, bon, je réponds à ta question, un peu longuement, mais non, tout se tient. Je veux dire... Bien sûr, tout se tient. Tu mentionnais l'international socialisme, bon, il y a aussi l'alliance progressiste, mais d'ailleurs, ça fait partie dans tes propositions pour dire vite, de redonner un peu de dynamisme et de contenu politique à cette internationale. Et puis je tiens à rappeler l'histoire, parce que je mesure bien qu'il y a quelques réticences encore, y compris dans les rangs socialistes. Regardez l'histoire du passé, depuis Jaurès, toutes les grandes avancées sociales, en termes de diminution des inégalités, ça a été fait de la gauche, et de la gauche, avec toutes ses composantes. Et je voudrais rappeler que la gauche de François Mitterrand, au départ, c'était un parti socialiste qui était certes plus fort qu'aujourd'hui, mais qui élaborait un programme commun avec un parti communiste qui était encore nettement plus fort. Donc il faut raisonner en dynamique. Quand on a un bon programme, je crois, y compris dans l'actualité d'aujourd'hui, y compris des hommes et des femmes qui ont voté pour l'extrême droite, non pas parce qu'ils étaient racistes, mais parce que la présidente de l'extrême droite a plus parlé de social pour son deuxième essai que pour le premier. Bon, ça m'a frappé. Je pense qu'il faut qu'on s'adresse à eux, et qu'on ne dise pas ils ont voté peut-être aussi pour l'extrême droite parce que la gauche ne faisait pas de propositions particulièrement marquantes dans la dernière décennie. Et je crois que si on arrive au-delà de la coalition des partis à défendre un projet politique qui touche justement les catégories les moins favorisées du pays, on peut avoir une magnifique surprise, non seulement pour les partis, mais plus encore pour ceux qui bénéficieraient de notre capacité à changer les orientations du président de la République, qui restera le président de la République, mais comme chacun le sait, c'est l'Assemblée nationale qui décide, et si la gauche pèse de tout son poids, on aura peut-être quelques bonnes surprises comme on n'en a pas connu depuis les 35 heures. Écoute, pour finir, j'ai justement, suite à ton dernier propos, la couverture du livre. Oui. Donc une rose qui perd ses pétales, qui est un peu le symbole, on va dire, de l'état moribond du Parti Socialiste. Mais en arrière-fond, on peut voir une rose en bouton arrosée. Est-ce que ce serait pas l'étape actuelle de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, est-ce que c'est peut-être un jalon dans un renouveau de la gauche? Quand j'ai choisi le dessin, j'ai choisi le dessin à dessin, même si ça ne s'orthographie pas de la même manière, et je voulais quelque chose de dynamique, c'est-à-dire, il y a beaucoup de critiques dans mon livre et j'en suis conscient, mais il y a aussi beaucoup de propositions, mais je pense que les critiques sans proposition, ça ne sert à rien. Enfin, ça peut conduire à des vastes manifestations qui, elles, pèsent sur quelque chose, mais je ne suis pas de critiquer, il faut aussi proposer. Donc quelqu'un m'a proposé chez l'Harmattan, je vais aussi faire la publicité de ceux qui ont accepté le livre, ils m'ont proposé un petit dessin que j'ai bien aimé, le point et la rose, j'ai trouvé ça normal, et puis le petit arrosoir là, qui arrosait une petite rose plus petite que la grande, mais qui était une trace d'espoir.
Et je crois encore une fois que les semaines, les mois qui viennent nous offrent peut-être 3 années pendant lesquelles, de nouveau, il y aurait des décisions qui réduisent les inégalités, peut-être la création d'un revenu minimum d'existence qui fait que pour tout le monde, et sans avoir à justifier de papier ou de quoi que ce soit en termes de recherche du travail, simplement parce que c'est un être vivant, a droit à un revenu qui permet l'existence. Je pense que dans ce qui est de commun dans le rassemblement qui a été réalisé il y a quelques jours maintenant, bon, il y a 5 ou 6 propositions de cette force et qui devraient, je pense, retenir et faire revenir à gauche tous ceux qui ont voté d'un côté pour éviter l'extrême droite, ceux qui sont laissés tenter par l'extrême droite parce que les autres ne parlaient pas assez fort. Je crois qu'il faut recréer une base sociale et qu'on a les éléments de programme qui peuvent améliorer de façon considérable la situation des Françaises et des Français. Et même au-delà, dans certains domaines, au niveau européen. Je n'ai pas parlé de la guerre parce qu'on n'avait pas le temps, mais elle est dans tous les esprits, évidemment. Eh bien, merci Gérard. Je t'en prie, et je rappelle donc chez l'Harmattan, voilà. Récit d'un homme de gauche crée un nouvel espoir. Et encore merci. Je suis toujours content de venir et je me dis toujours que si j'avais le double du temps, ça aurait été encore mieux. Mais bon, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a quelques bonnes pages au moins à lire. À bientôt. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.